Bonjour, plus que 4 jours avant le premier tour des élections législatives et aujourd'hui c'est à Draguignan sur la place du marché qu'on vous a donné rendez-vous avec Henri. Bonjour Nathalie, on est ensemble pendant 1 heure, on va vous donner la parole, c'est le principe de cette émission, sur 3 thèmes, le pouvoir d'achat, la santé et les déserts médicaux et puis l'exemplarité des élus. Et tout au long de l'émission, vous allez voir apparaître un QR code en bas de votre écran que vous pourrez flasher avec votre téléphone et qui vous renverra sur toute l'actualité législative de notre site internet paca.france3.fr. Voilà pour le programme, le temps d'un générique et on se retrouve juste après. Et nous voilà donc au cœur de Draguignan, en haut de la place du marché, attablés à une terrasse de café. C'est là que me rejoindront une partie de nos invités, des citoyens directement concernés par les thématiques qu'on vient d'évoquer. C'est une émission en partenariat avec France Bleu Azur et Fabien Fourel. On ira le retrouver régulièrement au cours de cette émission, se promènera dans les allées du marché. Bonjour Fabien et à tout de suite. Henri, on vous rejoindra aussi avec vos invités, des responsables militants et associatifs et syndicaux. Et puis grâce à notre équipe de correspondants locaux, Alexandre Dequitte et Maxime Menevaux, qui connaissent Draguignan comme leur poche, eh bien on ira se promener dans les rues de la ville à votre rencontre. Mais donc d'abord, le premier thème, le pouvoir d'achat et notamment le pouvoir d'achat des retraités. Fabien Fourel, à l'heure de remplir son panier de courses, j'imagine que c'est une question qui compte. Et oui, effectivement, sur ce marché, depuis tôt ce matin, on a entendu ces témoignages de clients, de Dracénois, de Dracénoises qui ont vu la différence ces derniers mois, mais aussi ces dernières semaines. Je vous propose d'aller les rencontrer. On a vu il y a quelques instants Elodie. Suivez-moi, vous allez voir. Elodie, elle a 35 ans et elle habite Draguignan. Bonjour Elodie. Bonjour. Vous avez vu la différence il y a quelques jours sur votre panier de courses. Oui, c'est ça. J'ai été faire les courses et sur un panier à peu près identique à celui que je fais d'habitude, j'ai vu une augmentation de 35 €. 35 €, c'est énorme. Comment vous faites ? Avec mon conjoint et du coup notre bébé, on fait attention à ce qu'on achète. On se prive de certaines sorties, certaines activités. Par exemple, la plage, cette année, on n'y a pas encore été pour éviter la route. Et on ira une fois, vraiment, on se fera une journée. Alors qu'avant, on y allait très régulièrement, plusieurs fois dans la semaine. Et là, on fait plus d'apéritifs en terrasse, plus de restaurants. Voilà. J'imagine qu'il y a aussi des techniques. Je crois que vous invitez plus souvent avec des amis pour des apéros. C'est ça. En fait, on s'invite les uns les autres et du coup, ça réduit aussi les coûts parce qu'en terrasse, tout de suite, c'est un gros budget quand on prend l'apéro ou qu'on se fait un resto. Donc, on s'invite les uns les autres et puis, on se fait plaisir comme ça et on passe du temps du coup avec nos amis et nos familles comme ça. Malgré tout, vous êtes ici sur un marché. Vous venez toutes les semaines sur ce marché quasiment. Pourquoi ? Comment vous faites ? Écoutez, pour nous c'est important d'acheter des bons produits parce que du coup on a un bébé de 10 mois et on veut lui faire goûter des bons produits, le faire manger correctement, donc on achète des fruits, des légumes, de la viande sur le marché, mais à côté de ça par contre il y a certains produits qu'on réduit au quotidien et sur lesquels on se fait beaucoup moins plaisir nous en tant que parents. Alors justement, merci beaucoup Elodie. Parmi les commerçants de ce marché, les commerçants historiques, il y a Jean-Philippe qu'on va aller voir, Jean-Philippe Persson qui est avec nous. Jean-Philippe, bonjour, venez avec nous Jean-Philippe. Vous vendez vous ici des fruits et légumes et vous aussi, vous avez vu la différence notamment sur la fréquentation du marché, c'est ce que vous me disiez. Oui, parce que quand je suis arrivé ici, moi à Draguignan, il y a une vingtaine d'années, il y avait un marché tous les jours. Et maintenant, il n'y a plus que le mercredi matin, le samedi matin. Et le samedi, c'est des grosses journées, mais le mercredi, c'est vraiment faible comme fréquentation, c'est beaucoup plus faible. Oui. Regardez justement la différence, effectivement, on la voit, il suffit de regarder un peu derrière vous, il y a très peu de monde et il est 11h du matin. Oui, c'est vrai, c'est le mercredi, on ne sait pas pourquoi, peut-être à cause des enfants, à cause des personnes qui travaillent, je ne sais pas. Pourtant, Draguignan, c'est quand même une ville importante, il y a plus de 40 000 habitants. Donc, Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, Jean-Philippe ? Qu'est-ce qu'on demande Au niveau des hommes et des femmes politiques. Qui tiennent leurs promesses surtout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils nous promettent, pendant les campagnes, ils nous promettent des choses qui ne sont jamais tenues.
Donc je pense que c'est le principal objectif. Hein. La Première ministre expliquait qu'elle voulait un chèque alimentation. C'est un projet d'Emmanuel Macron, 50 €. A priori, à partir de la rentrée, pour vous, ce serait suffisant? Si ce chèque se sert juste pour l'alimentation, encore oui, c'est déjà un bon coup de pouce. Mais bon, enfin, si c'est 50 € par an, c'est pas pour des grosses familles, c'est pas beaucoup. Tout ça dépend qui va le toucher aussi. Hein, donc non, c'est compliqué. Hein. C'est bien le sentiment. Avec l'essence et tout qui augmente, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est bien le sentiment ici, c'est qu'il faudra beaucoup plus, les loyers, l'essence, il faudra beaucoup plus qu'un chèque alimentation de 50 € et surtout la pérennisation de tout ce qui a été mis en place au niveau des aides carburant. Ouais, et puis le prix à la pompe qui vient de repasser en certains endroits la barre des 2 €. Puis l'inflation, c'est pas qu'une impression. Je vais vous donner quelques chiffres. Plus 15% pour les pâtes, plus 11% pour la farine, plus 10% pour l'huile. Le panier moyen de course a flambé ces dernières semaines. 6,3% d'augmentation générale des prix en un an au mois de juin. Selon l'INSEE, même les plus privilégiés commencent à sentir passer la facture. Mais pour les plus précaires, qui étaient déjà dans une situation compliquée, ça devient très dur. C'est votre cas, Bernadette Com. Oui. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Vous vivez avec une toute petite retraite et une pension d'invalidité à peine plus élevée que votre petite retraite. C'est ma pension d'invalidité qui est la plus grosse. Heureusement que j'ai été malade. Vous faites comment pour vous nourrir ? Eh bien, j'ai la chance de pouvoir avoir accès à l'épicerie du cœur, rue Boulevard de la Liberté, à Draguignan. Donc, ça me soulage un petit peu. Vous n'allez plus du tout au supermarché ? Non. Vous ne pouvez plus ? Non. Et vous me disiez, même à l'épicerie du cœur, même dans les associations, le prix des paniers aussi augmente forcément ? Oui, forcément parce que il y a un calcul qui est fait par rapport au prix de l'article. Donc, forcément, il y a une petite augmentation, quoi. Et vous ne choisissez pas tout dans ces paniers, évidemment. Qu'est-ce que vous ne vous offrez plus comme petit plaisir ? Plus rien. Au niveau des courses de l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses que vous ne mangez plus ? Oui. C'est sûr que le thon, les sardines à l'huile, le saumon, ça a terriblement augmenté déjà depuis quelques années. Donc, on ne se fait plus de plaisir. Ouais. Et alors, on parle même plus de ce qui passe après l'alimentation. Une fois que vous avez payé votre alimentation, est-ce qu'il vous reste de l'argent pour vous sortir au cinéma ? Non, il n'y a plus de possibilité de loisirs. Non. Est-ce que vous imaginiez passer votre retraite de cette manière-là ? Non, pas du tout. Je conduis très peu, juste pour les choses obligatoires, pour aller faire mes courses ou des choses comme ça, parce que sinon, je me permets même plus de conduire pour aller m'évader un petit peu, quoi. Vous n'avez plus de voiture ? Si, j'ai une voiture, mais je conduis très peu. Et ça veut dire que ça touche aussi à l'essentiel, parce que si vous voulez aller voir vos proches, vous faites comment ? Non, c'est fini, parce que mes proches, ils sont loin, justement. Ils sont à 1000 km, ils sont dans la Vienne. Alors, c'est plus possible d'aller voir mes... Ce sont vos frères, vos sœurs, vos enfants, voilà. Vos petits-enfants ? Mes enfants encore, j'en ai un à Draguignan, l'autre ailleurs. Mais ailleurs, avant, j'y allais par le train. Maintenant, je n'y vais plus, c'est eux qui viennent me voir. Et malgré tout, on ne sent pas de colère chez vous ? Ah non, pas du tout. Ah non, parce que ma maman me disait toujours, en vouloir aux autres, c'est se faire du mal à soi-même. Moi, je ne veux pas me faire de mal, j'en ai eu assez comme ça dans ma vie. Alors non, moi, je veux garder le sourire. Vous dites, il y a pire que moi. Exactement, tout à fait. Fabien Fourel en parlait à l'instant. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé hier la distribution d'un chèque alimentaire. Vous levez les yeux au ciel, c'est une mesure électorale pour vous ? C'est une mesure utile ? Vous savez, moi, je ne vais pas vous le cacher, ma pension d'invalidité a augmenté de 6 €. Alors rien que quand je passe à la pompe, les 6 €, ils sont bien avalés. Est-ce qu'on peut vous demander votre budget une fois que vous avez payé votre loyer, qui est de plus de 300 €. C'est-à-dire que quand les retraites tombent, après, il y a tous les retraits, l'eau, l'électricité, les assurances, tout ça. Il reste à peu près 150 € pour la nourriture. Les vêtements, il y a la brocante du cœur aussi. Donc là, la brocante du cœur, tout le monde y a accès. Donc, pour le moment, je n'achète rien. Parce que je n'ai pas envie de faire même des petites dépenses. J'ai plus envie de même me faire plaisir. On n'a plus envie. Pourquoi ?
parce que on se dit, bon, si on peut mettre un petit peu, il peut arriver quelque chose, une panne à la voiture et on va être dans de grandes difficultés. Donc, malgré tout, on n'ose plus aller même s'acheter une paire de chaussures d'occasion parce qu'on se dit, bon, vaut mieux mettre quand même un petit peu de côté parce que la voiture peut avoir des problèmes. C'est ce qui lui arrive d'ailleurs un petit peu en ce moment. Elle est comme moi, la rotule qui coince. Ça veut dire quand même que la question de l'argent, elle est omniprésente dans votre esprit. Oui, tout à fait. Pourtant, j'ai travaillé toute ma vie, mais bon, voilà. Alors, il faut expliquer d'ailleurs que oui, vous avez une petite retraite. C'est pas faute d'avoir travaillé, mais comme beaucoup de femmes de votre génération, comme beaucoup de femmes encore aujourd'hui, votre mari était commerçant. Voilà. Et puis, pendant 17 ans, j'ai travaillé pour rien. Enfin, j'ai 40 €, je crois, de retraite pour 17 ans de mariage, de travail. Très dur. Oui. Voilà. Alors, c'est pour vous aussi une injustice de plus? Oui, oui, parce que les caisses, je pensais que les caisses, elles pouvaient rattraper un petit peu, mais non, il aurait fallu faire une procédure. Donc, je n'ai pas voulu. C'est des choses qui sont perturbantes. Je ne veux pas perturber ma vie. Alors, on n'a pas parlé d'un autre petit plaisir dont vous vous privez désormais aussi, c'est le restaurant. Ah oui, non, ça on oublie. Oui, complètement. Sauf peut-être un restaurant bientôt, une sortie au resto bientôt grâce au Petit Frère des Pauvres, c'est ça? Grâce au Petit Frère des Pauvres. Oui, ça c'est mercredi prochain, je crois. Alors là, je rate pas ça. Je ne veux rien prévoir le mercredi, c'est réservé aux petites sœurs des pauvres parce que franchement, j'ai des visites et ça, c'est un grand bonheur pour moi. Alors justement, on rejoindra dans un instant le premier invité d'Henri qui est responsable de l'association. Mais d'abord, retour sur une initiative solidaire de l'association Habit 06, une boutique solidaire qui permet justement aux plus démunis de pouvoir se vêtir à moindre prix. Lors de ses précédentes visites, cette cliente avait acheté des vêtements pour ses enfants. Aujourd'hui, exceptionnellement, grâce au petit prix de cette boutique solidaire, elle a pu se faire plaisir. J'ai pris pas mal de petites choses, des petits hauts. Vous voyez que c'est rare que je prenne des choses pour moi. Je pense que je vais avoir quoi pour une trentaine d'euros. Alors que dans un magasin classique j'aurais peut-être ce maillot de bain. Cela fait 30 ans que l'association Habit 06 permet au moins favoriser de se vêtir dignement tout en faisant de l'insertion. La nouveauté, c'est une clientèle inhabituelle, contrainte de faire des économies. On ne pensait pas que derrière le confinement, on serait touché par la guerre si près de chez nous, en Ukraine malheureusement, et qui serre la ceinture à tout le monde, même à des populations qui jusqu'ici gagnaient plutôt bien leur vie et qui maintenant se présentent de plus en plus dans nos magasins. D'ailleurs, pour les vêtements d'été, il faut se dépêcher. Les acheteurs ont anticipé leurs dépenses, rendant le stock historiquement bas. L'association Habit 06 récolte 1100 tonnes de vêtements par an. Déposée dans les containers ou directement en boutique, elle attend vos dons pour continuer à satisfaire tous les besoins. Et retour sur le marché de Draguignan, on va continuer de parler de ce que font les associations pour les plus précaires avec votre premier invité, Henri. Oui, Nathalie, je suis avec Manuel Pinto, qui est directeur régional pour Provence-Alpes-Côte d'Azur des Petits Frères des Pauvres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre le témoignage de cette dame là qui était très poignant. Est-ce que ce genre de souffrance, on peut appeler ça une souffrance au quotidien pour la gestion de la vie quotidienne, est-ce que ce genre de souffrance, vous la voyez souvent dans votre association? Quotidiennement, la majorité des personnes accompagnées par les Petits Frères des Pauvres sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1 000 € par mois environ. Ces témoignages, oui, nous les vivons au quotidien. J'ai même eu un témoignage récemment à Marseille d'une personne âgée. Ça faisait 2 ans qu'elle mangeait des sardines parce qu'elle ne pouvait pas se payer autre chose. Donc il y a, comme en 1945, j'ai envie de dire, dans l'après-guerre, où il fallait faire le choix entre le jambon et le charbon, ou se chauffer ou manger. Le témoignage de Bernadette le montre aussi, il y a des choix à faire. Et vivre ces derniers jours dans ces conditions-là, après avoir travaillé, pour beaucoup, c'est quelque chose qui est injuste. Alors, je vous propose une chose. Vous avez parlé du seuil de pauvreté. On va voir 2 tableaux. Le premier, c'est celui c'est un peu technique, mais on va vous expliquer. Finalement, c'est très simple. Le premier, c'est le taux de pauvreté en PACA. Ce sont des sources de l'INSEE. Il est de 17,3%. Le revenu médian en PACA, il est de 21 350 € par an. Vous avez parlé du seuil de pauvreté. Ça veut dire que, en fait, 17,3% des gens ont moins de 12 800 € par an
En gros, pour vivre, c'est un taux de pauvreté élevé, le plus élevé après les Hauts-de-France et la Corse. On l'a vu, pour vivre avec un tel revenu, c'est une équation quasiment impossible. Et sur la région, il y a aussi des inégalités. On ne vit pas la même chose à Marseille, à Antibes ou dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes d'Haute-Provence. Il y a des réalités très différentes. Et on sait qu'approcher la question de la pauvreté, c'est aussi approcher la question de la solitude. La majorité des personnes qui touchent le minimum vieillesse, 75% sont seuls, vivent seuls. Il y a un lien entre pauvreté et solitude. Or, il faut s'atteler à ça. C'est-à-dire qu'une personne ne pourra sortir, elle le dit bien Bernadette, avoir envie de faire des choses quand on est seul, ça ne donne pas envie, la joie. C'est un petit peu une sorte de mort sociale, la solitude. Exactement, c'est ce que dit d'ailleurs l'étude qu'on a sortie en 2021, en comparatif à l'étude qu'on a fait en 2017 sur isolement et solitude. Le nombre de personnes retraitées, j'entends, de plus de 60 ans, sont en situation de mort sociale. Ce chiffre était de 300 000 en 2017, c'est l'équivalent de la ville de Nantes, et il a quasiment doublé en 4 ans. Alors il y a eu le confinement, certes, qui a aggravé les choses, mais c'était un phénomène qui existait déjà avant. Alors vous avez proposé à certains de vos adhérents d'écrire un courrier au candidat à la présidence de la République au moment de la présidentielle pour voir un peu quelles étaient leurs principales doléances. Quels sont les thèmes principaux qui sont revenus ? Alors l'isolement, comme je vous l'ai dit, là il faut changer de regard sur les personnes âgées, donc il y a tout un programme à lancer, ne serait-ce qu'au niveau des écoles, au niveau des jeunes, changer de regard sur les personnes âgées, lutter contre l'agisme. Il y a ça, il y a aussi la question d'accès aux soins. On parlait de déserts médicaux, comment une personne âgée peut accéder aux soins. Il n'y a plus de médecins qui se déplacent à domicile. Un maire d'une commune sur la région nous a appelés parce qu'il n'y a plus de médecins qui se déplacent à domicile. Conclusion, la personne âgée, qu'est-ce qu'elle fait quand elle tombe? Elle appelle les pompiers, elle se retrouve en urgence, elle n'a rien à faire là. Il y a aussi l'adaptation de la ville, des trottoirs, des bancs pour pouvoir s'asseoir, protéger les commerces de proximité, penser la mobilité. La question de l'habitat aussi. Il y a des maires de petites communes qui nous contactent aujourd'hui pour les aider à réfléchir à de l'habitat alternatif, qui veulent garder leurs aînés sur leur commune, leur petite ville. Quand l'EHPAD est à 60 ou 100 km, on isole la personne et on la tue quelque part. Donc il faut rechercher et soutenir des habitats alternatifs, des colocations, des pensions de famille, des petites unités de vie, vous voyez ? Alors on l'a dit au début de l'émission, on est à quelques jours des élections législatives. Là on parle du pouvoir d'achat, on peut élargir un petit peu la prise en compte de la vieillesse, la prise en compte du grand âge, de la dépendance également. Est-ce que selon vous c'est un enjeu principal des élections, quelles qu'elles soient d'ailleurs en ce moment ? Oui, nous parlons de transition démographique. Il faut savoir qu'en région PACA, les personnes de plus de 75 ans vont doubler d'ici 2050. Nous regrettons que la loi Grand Âge et Autonomie ait été abandonnée par le gouvernement précédent. Il faut redonner à la hauteur des enjeux qui se présentent à nous, avec une population qui vieillit. Et c'est tant mieux. On n'a pas trouvé meilleur moyen pour vivre longtemps que de vieillir. La question, c'est comment on vieillit. Et cette question concerne tout le monde, pas seulement les vieux d'aujourd'hui. Nous, demain, nous allons vieillir. Vieillir, c'est un projet d'avenir, c'est ce que nous disons. Comment on veut vieillir, nous aussi, demain? Dans quelles conditions? C'est ça la question qui se pose et qui est posée aujourd'hui à nos dirigeants. Merci beaucoup, Monsieur Pinto. Donc, vous voyez, Nathalie, c'est la phrase qu'on retiendra. Vieillir, c'est un projet d'avenir. Tout ça, c'est lié, bien sûr, également au pouvoir d'achat. Merci Henri, on va bientôt passer à la deuxième partie, mais d'abord, un petit détour pour rejoindre Alexandre Dequitte qui, je vous le disais, se promène dans les rues de Draguignan. À votre rencontre, Alexandre, première étape à la sous-préfecture, c'est ça, hein ? Oui, effectivement, Nathalie, je suis devant la sous-préfecture de Draguignan, un lieu emblématique pour tous les Dracénois. C'est d'ici que partent toutes les manifestations, que ce soit pour la fonction publique, pour le pouvoir d'achat et bien sûr pour les retraites. D'ailleurs, les deux dernières manifestations ont eu lieu au mois de mars et au mois de mai. Manifestation à laquelle a participé Odile Rouffignac. Alors Odile Rouffignac, vous êtes une toute jeune retraitée et vous avez fait ces deux manifestations parce que vraiment vous êtes très en colère par rapport aux retraites. Oui, très très en colère parce que le niveau de vie qui est accordé aujourd'hui aux retraités est absolument inqualifiable. Et vous, par exemple, quelle est votre situation? Vous ne gagnez pas assez? Expliquez-nous. Ah non, je ne gagne pas assez comme la plupart des retraités. On dit que les retraités sont riches alors que ce n'est pas vrai du tout. Et en plus, ils soutiennent leur famille d'une façon générale. Pour ma part, je suis demi-retraitée puisque j'ai une carrière à moitié dans le public, à moitié dans le privé. Et n'ayant pas 62 ans, je ne touche que ma part de la fonction publique qui est actuellement de 1 200 € par mois. Je ne sais pas si vous avez essayé de vivre avec 1 200 € par mois, mais enfin bon...
c'est quand même très très compliqué. Et j'ai essayé de trouver du travail pour compléter mes revenus, comme notre cher gouvernant nous y a invités, mais j'ai beau traverser les rues, faire des demandes partout, j'ai plus de 150 demandes qui sont toutes revenues négatives. Soit je suis trop vieille, soit je suis trop diplômée. Donc à un moment, il faudrait savoir quand même comment on organise un petit peu le maintien du pouvoir de vivre des gens. Merci Odile. Donc des conditions difficiles pour cette retraitée, des conditions difficiles aussi rencontrées par Catherine. Alors Catherine, vous avez 68 ans, ça fait 3 ans que vous êtes à la retraite. Et pour vous, vraiment, là, vous avez un niveau de vie qui est beaucoup trop bas. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. À savoir que quand on a travaillé toute sa vie, on sait très bien que la retraite ne nous donnera pas le même montant pour vivre au quotidien. Mais la surprise est quand même plutôt désagréable. Et quand on entend toutes ces personnes au gouvernement qui nous annoncent que les retraités seront pris en charge, qu'on pense à nous, on a vraiment l'impression de laisser pour compte. Par exemple, vous gagnez combien aujourd'hui? Aux alentours de 1 000 €. Et encore, c'est difficile, mais la vie est difficile, les loyers sont compliqués aussi, c'est pas donné. Et puis derrière, il faut prendre une assurance, une mutuelle, parce qu'il y a à payer au quotidien pour tout le monde. Et j'avoue que ça devient difficile, on est obligé de faire des sacrifices. Voilà pour le témoignage de ces 2 retraités ici devant la sous-préfecture de Draguignan. Merci Alexandre. Alors l'autre sujet qui fâche dans cette 8e circonscription du Var, qui englobe Draguignan et une grande partie du Haut-Var, c'est la question de l'accès aux soins dans les villages, bien sûr touchés par les déserts médicaux, mais aussi de plus en plus en ville où on peine à trouver des médecins spécialistes et même parfois des médecins généralistes. Et puis il y a évidemment la question des urgences de Draguignan qui ferment les soirs de semaine. Et Fabien, vous qui êtes dans les allées du marché, cette question des urgences fermées la semaine, c'est une question qui inquiète beaucoup. Eh bien, c'est la question qui inquiète le plus les habitants comme les commerçants ici à Draguignan. Je vous propose d'aller voir d'abord Franklin. Franklin, il est dracénois. Bonjour Franklin. Bonjour. Et alors vous avez constaté cette désertification médicale progressive? Oui, alors aujourd'hui à Draguignan, c'est compliqué de trouver un médecin généraliste ou un dentiste. Il y a plusieurs mois d'attente. Et puis je ne parle pas des spécialistes où il y a vraiment beaucoup d'attente. Racontez-nous Franklin, vous dans votre quotidien, ça change quoi finalement? Moi, je suis papa de jeune enfant et c'est un peu stressant de savoir que les urgences sont fermées la nuit et qu'on est obligé d'aller jusqu'à Fréjus s'il y a un problème et ça arrive souvent avec des enfants jeunes. Concrètement, c'est 35 minutes, 40 minutes? Oui, c'est plutôt, je pense, 40 minutes pour aller jusqu'aux urgences alors que sinon elles sont juste là, quoi. Vous savez pourquoi? C'est manque de médecins et de personnel médical et paramédical, je crois, il me semble. Alors qu'est-ce que vous demandez à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui vont nous gouverner aussi demain à ce niveau-là? Il faut une politique volontariste de santé publique. On vient de vivre une crise sanitaire énorme et on a injecté beaucoup d'argent pour maintenir les emplois, ce qu'il fallait faire, mais par contre on ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que d'un point de vue médical on n'arrivait pas à gérer cette crise et aujourd'hui on en paye les conséquences. Il faut vraiment une politique de santé publique beaucoup plus volontariste, je pense. Pourtant, le gouvernement lance en ce moment des états généraux, une réflexion jusqu'à l'été. Qu'est-ce que vous en attendez? Non, je pense qu'il lance des réflexions où on peut réfléchir à tout, mais à partir du moment où il n'y a pas les moyens d'avoir des vraies politiques publiques, on peut réfléchir à tout, il faut des moyens. Pour vous, c'est un problème de valorisation du service public? Alors, pour la médecine, oui, c'est un problème de valorisation. Les praticiens sont beaucoup mieux payés dans le privé, évidemment, ils vont aller dans le privé. S'il n'y a pas des politiques volontaristes justement d'aide à l'implantation et des politiques de revalorisation salariale, mais qui sont sans commune mesure avec ce qui est proposé aujourd'hui. Ça va aller crescendo, on va perdre de plus en plus de médecins à Draguignan, vous le pensez? Je pense, je ne sais pas, je ne suis pas Madame Irma, mais oui, je pense que ça pourrait être de plus en plus compliqué. Vous n'avez aucune conviction en ce que vous proposent les politiques aujourd'hui? Quand on vous dit on réfléchit, on va peut-être travailler sur un nouveau plan santé. On peut travailler sur des nouveaux plans, mais tant qu'il n'y aura pas franchement les moyens, c'est comme pour l'éducation, quoi. Tant qu'on parle
pas de franchement donner les moyens pour que les salaires soient bien supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui, on continuera à dégrader le service public. Oui. L'hémorragie du service public. Merci Franklin. Constatez aussi cette hémorragie par un commerçant de ce marché, Christian, qui est juste avec nous. Christian qui va répondre à nos questions tout de suite. Christian qui lui aussi s'inquiète de cette désertification médicale. Bonjour Christian. Bonjour. Vous, ce qui vous inquiète, c'est qu'avec le départ des médecins, c'est aussi des habitants qui vont s'en aller. Ouais, aussi, mais c'est surtout la problématique, c'est pour l'arrière-pays surtout. Une ville de 40 000 habitants, perdre les urgences, c'est compliqué. Hein. Les urgences la nuit. Ouais, les urgences la nuit, bien sûr. Hein. Donc dans l'immédiat, la solution la plus urgente, c'est de trouver des médecins pour le service d'urgence. Aussi, mais surtout de ne pas les perdre. Et puis la problématique, c'est surtout les alentours, Draguignan, Tourtour, Ampus, les gens qui sont plus impactés que nous par rapport à la distance. Voilà. Vous lancez un appel aujourd'hui à ceux qui seront élus? Oui, mais je pense que déjà au niveau de la municipalité, ils font le maximum, Draguignan sur ça. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça va mettre du temps, c'est ce que répondent les élus. Mais je pense que c'est national, c'est surtout, c'est plutôt national, mais je pense que la municipalité a fait ce qu'il faut pour garder nos urgences. Hein. C'est justement national, c'est à l'Assemblée qu'il faut agir maintenant au niveau de la santé. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci à vous Christian. Ce qu'on entend ici, vous l'avez compris sur ce marché, c'est que la santé aujourd'hui c'est comme un château de cartes. On me disait ça il y a quelques instants, un château de cartes qui s'effondre peu à peu au fil des mois, au fil des années. Merci Fabien. Et le débat citoyen continue sur l'antenne de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur avec mes deux nouveaux invités, Didier Chevalaz et Daniel Corneille. Bonjour à vous deux. Daniel, vous êtes retraité de la fonction publique et vous êtes membre de la CGT. Vous avez régulièrement manifesté le vendredi soir devant les urgences. Vous nous direz pourquoi dans un instant. Mais d'abord, Didier Chevalaz, bonjour. La fermeture des urgences de Draguignan le 29 octobre dernier, c'était le premier soir de fermeture et malheureusement vous vous en souviendrez toute votre vie. Expliquez-nous pourquoi. Absolument. Donc le lendemain soir, le 30 octobre, ma maman qui vit seule sur Ops fait un malaise après manger. Mon frère appelle les pompiers viennent, apparemment elle fait un AVC. Et là on apprend qu'elle ne pourra pas avoir accès aux urgences de Draguignan. Donc c'est un gros coup dur. Elle est transportée ailleurs, mais ça prend du temps, etc. Ma maman décède juste avant la Noël. Donc aujourd'hui, je reste persuadé que les urgences de Draguignan ouvertes, ma maman sera encore parmi nous. Elle a été transférée à Brignoles, c'est ça? À Brignoles, oui. Et évidemment, on nous dit que pour les AVC, chaque minute compte. Vous estimez qu'il y a une perte de chance? C'est carrément, oui. C'est carrément... pour moi, ça a été catastrophique. Hein. On n'en décolère pas. Car elle s'est un petit peu remis, mais ça a été très long, tout un système. Et je pense qu'à un moment de notre vie, on est tous touchés par la santé et les soins pour tous. Quand je vois le dysfonctionnement des hôpitaux qui est en train de se passer et le très peu de prise de conscience des personnes, parce que le territoire compte 110 000 personnes qui pourraient avoir droit aux accès à l'hôpital. C'est ça. Vous estimez qu'il y a une injustice territoriale parce que finalement, qu'on habite à Paris ou qu'on habite à Ops, on paye les mêmes impôts? Absolument, absolument. En plus, c'est un milieu rural. Deux anecdotes qui m'est arrivées, c'est que mon oncle et ma tante qui habitent Trigance dans l'Auvar, un samedi soir à 11h, il fait un petit malaise. C'est un canton où il n'y a plus de docteurs. Ils appellent le 15. Il n'y a aucun moyen, sauf de leurs propres moyens, de se rendre à Fréjus. Donc ils abandonnent et puis voilà, ça se passe comme ça. Moi-même, quelques temps après, 15 février, en pleine nuit, je me réveille avec des violents maux de tête catastrophiques. Je ne reconnais même pas mon épouse. Bon, elle a la chance d'avoir une voiture, elle m'a pris et amené sur Fréjus. Je fais une tumeur cérébrale, je suis opéré 48 heures après, sur Toulon, en urgence. Si je vous dis tout ça, c'est que à un moment de notre vie, je suis en plein dedans, on est tous confrontés à la santé, aux soins pour tous, et c'est quelque chose de capital. Et il faut passer par là pour comprendre que tout le mécanisme qui est en train de partir, peut-être on veut du privé, je ne vais pas rentrer dans un sujet qui n'est pas forcément très connu, mais en fait ce que je vois c'est que petit à petit c'est défaillant pour l'être humain, on a une population vieillissante. Pour vous on a touché à l'essentiel. Là on est au plus profond du mal-être. Et quand je vois que, sans parler de la classe politique, que ça laisse beaucoup de gens indifférents, je n'arrive pas à comprendre et je ne décolère pas. Et tous les soirs en me couchant, je pense encore à ma maman qui devrait être à côté de moi. Donc pour moi c'est une catastrophe.
Je sais qu'il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent pour mettre en avant, mais pas assez et pas de prise de Chaque parti, conscience. en tout cas, propose des mesures pour lutter contre les déserts médicaux, pour recruter plus de jeunes médecins, les inciter à aller plus, les inciter financièrement. Je vois qu'il y a des municipalités qui mettent même des primes pour faire venir des médecins. Je ne dis pas que personne ne fait rien, mais très peu prennent vraiment conscience. Il faut être passé par où je suis passé pour vraiment toucher du doigt et prendre conscience de ce manque qui va être de plus en plus fréquent et flagrant. Merci d'être venu témoigner de votre expérience. Je vais vous reprendre le micro et vous libérer parce que vous avez un examen médical justement à passer et de la route à faire jusqu'à Toulon. C'est ça. Je vous remercie beaucoup et de m'avoir invité. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et je passe le micro à Daniel Cornaille. Vous vous êtes croisés d'ailleurs dans les manifestations puisque Didier Chevalaz a décidé finalement aussi d'entrer en lutte. Les vendredis soirs, régulièrement, vous êtes devant l'hôpital de Draguignan. Je connais Didier depuis fort longtemps et je connaissais sa maman et c'est le genre d'histoire qui nous fait une peine infinie, quoi, je veux dire. Oui, on s'est croisés parce que des manifestations, on en fait autour de l'hôpital de Draguignan. On en a fait une hier à Manosque. On est monté soutenir les copains de Manosque puisque en France, il y a 120 urgences qui risquent de fermer. Mais cet été. Voilà, c'est ça. Parce ça fait 33 semaines, Ça fait 33 semaines qu'on manifeste, 33 ou 34, je ne sais plus. Je n'y étais pas à toutes, ça c'est certain. Mais c'est vrai qu'on a pu obtenir une réouverture des urgences de nuit, mais deux soirs par semaine. Le vendredi et le samedi. Oui, le vendredi. Alors, et c'est pas tout à fait pérenne. Non. On a une inquiétude sur l'avenir et on a l'été qui se présente. Et on sait très bien à combien monte la population du Var pendant l'été. Voilà, et même pour nous, les petits villages du Haut-Var, d'un seul coup, on multiplie par un nombre infini les personnes qui sont là, quoi. Parce que si elles peuvent rouvrir les urgences, c'est en partie parce que des médecins des hôpitaux des villes voisines viennent en renfort, mais cet été, eux-mêmes vont devoir être mobilisés dans leur service. Tout à fait. Ça vous inquiète ? Ah, ça nous inquiète énormément. Et puis on ne fait pas ça. C'est pas une politique, ça. Voilà. Il faut vraiment qu'on arrive à penser que les services publics sont des services qui sont absolument importants. Et comme disait Didier il y a 2 minutes, la santé, c'est celui qui nous touche tout de suite, chacun, à un moment donné. Moi, j'ai la chance, je dis la chance, je ne sais pas ce qui m'arrivera demain, j'ai 78 ans. Ça veut dire que je peux faire aussi un AVC, je peux faire n'importe quoi. Et si on ne peut pas intervenir pour moi, ou qu'on m'emmène à, on va dire, Pétaouchnok, un très vilain mot, voilà. Et puis, il y a aussi le fait de dire vraiment, il faut qu'on se mobilise pour ça. Voilà. Est-ce que vous, malgré tout, quand vous lisez les programmes des différents candidats aux élections législatives, est-ce que vous y voyez des réponses immédiates ? On a l'impression que qu'on a touché le fond et qu'on mettra peut-être plusieurs années à remonter. Je ne crois pas qu'on mettra plusieurs années à remonter si les personnes pensent à voter pour celui ou celle qui propose la meilleure solution. Il y a des solutions qui sont proposées à l'heure actuelle. Il y a de l'argent. L'urgence, c'est quoi ? C'est la revalorisation des salaires ? Ça a été fait. Ça a été fait en partie. Non, il y a déjà réembauché 15 000 soignants qui ont été virés. Voilà, et qui attendent et qui n'ont rien. Eux n'ont rien. Moi, au nom de la justice sociale, je trouve ça terriblement triste. Mais franchement, il faudrait parler pendant longtemps et ça. Ce que je pense, c'est de dire aux gens vraiment mobilisez-vous. Pensez quand même qu'on a tous besoin d'un hôpital public de qualité. Pas seulement des urgences. On a besoin des urgences. Des aires médicaux, à Salerne, on a un 3e médecin qui s'installe. Et déjà, il est installé depuis peu et il ne reçoit plus d'autres patients. Et on sait que les urgences, c'est en effet le bout de la chaîne. Quand on y arrive, c'est parfois parce que déjà, il manque un médecin généraliste au début de la chaîne. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Ce qu'on se disait à l'instant, cette crise des urgences, elle touche désormais les grandes villes. Exemple à l'hôpital Sainte-Musse à Toulon. On a revu tous les plannings pour passer l'été, mais dans certains services, au moindre arrêt maladie, on craint de ne plus pouvoir fonctionner normalement. Habituellement, les urgences de l'hôpital Sainte-Musse enregistrent 140 passages par jour. Mais l'été, avec les touristes, le nombre de patients accueillis peut monter jusqu'à 180, voire 200. Grâce notamment à la limitation des gardes de 24 heures, l'effectif médical est au complet pour faire fonctionner le service, mais l'équilibre reste fragile. On a actuellement déjà 3 arrêts
longue maladie. Mais effectivement, si j'ai un 4e arrêt, je serai en difficulté pour voir les lignes de toutes nos urgences, en tout cas la nuit ou la journée. C'est déjà le cas dans le service des urgences pédiatriques qui est en sous-effectif chronique. Il est extrêmement compliqué de recruter dans cette spécialité. Cet été, ce qui va se passer, c'est qu'il y a peut-être des soirs où on ne pourra pas assurer ces gardes. L'effectif est restreint, on a de nombreux arrêts. Je pense que la situation cet été va être compliquée. L'équation n'est pas simple à résoudre, d'autant plus que l'hôpital de Toulon envoie déjà des médecins renforcer d'autres urgences dans le département. À Draguignan, Saint-Tropez et Hyères, les situations sont déjà très tendues selon les syndicats. Oui, Henri, l'été risque d'être compliqué dans les urgences de la région, à commencer par Draguignan. Avec un autre invité qui s'appelle Frédéric Duthé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant CGT dans le secteur santé et action sociale dans le Var. Alors, 2 choses, on va essayer de prendre un petit peu les choses dans l'ordre. D'abord, on a entendu dans les témoignages là, qui viennent d'être... ce qui a été expliqué, en fait, c'est que les gens se sentent touchés dans leur chair à travers ce problème de la santé et des déserts médicaux. Est-ce que c'est ce que vous constatez également ? Alors oui, c'est ce qu'on constate puisque notre quotidien, quand on rencontre la population, quand on rencontre les agents de l'hôpital, c'est de l'inquiétude. C'est de l'inquiétude sur l'avenir de la santé en général. Entre les déserts médicaux, entre l'accès aux soins à l'hôpital et les fermetures de lits, les fermetures de services. Donc c'est vraiment une inquiétude globale qui est due en grande partie depuis avec des politiques de santé qui ne répondent pas aux besoins de la population. Voilà. Il y a un deuxième point, on entendait dans le reportage du personnel soignant qui disait on a peur de ce qui va se passer cet été parce qu'on risque de ne pas être en mesure d'affronter un certain nombre de situations. Est-ce que vous craignez la période à venir ? On commence à parler d'une toute petite reprise du Covid, il y a l'été, les urgences, beaucoup de population dans la région. Alors oui, on a cette inquiétude, nous, elle remonte depuis plusieurs années. On l'a dénoncé en tant que syndicaliste, on l'a dénoncé, on a apporté des arguments, on a essayé de répondre tant bien que mal par du professionnalisme et de l'investissement à outrance dans l'intérêt de tous. La difficulté aujourd'hui, c'est que s'il n'y a pas de réponse politique pour une véritable action sur la santé et notamment la santé publique qui est là pour répondre justement aux besoins de cette population, que vous soyez dans un village ou que vous soyez dans une grande ville, on est en difficulté. Donc maintenant, le constat est fait pour nous, le constat est fait pour la population. Maintenant, c'est au gouvernement de répondre aux besoins. Alors la réponse politique, on va en reparler. On va voir 2 tableaux. Juste pour mettre un petit peu les choses au clair, au niveau du nombre de médecins en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors pour les généralistes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y en a 179 pour 100 000 habitants. En France, c'est 150 pour 100 000 habitants, donc ça veut dire que c'est un peu plus en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la même chose pour les spécialistes, puisqu'il y en a 229 pour 100 000 habitants en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le chiffre national en France est de 185 pour 100 000 habitants. Frédéric Duthé, on donne ces chiffres parce qu'il faut être totalement objectif. Ça veut dire que la situation en Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas forcément catastrophique, mais ce n'est pas pour autant que ça va bien. Parce qu'on part de très bas aussi au niveau national. On part de très bas et puis il y a aussi une chose à prendre, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas d'obligation pour s'installer dans les déserts médicaux. Il y a une possibilité pour eux qui est faite, mais il n'y a pas d'obligation de venir s'installer, notamment à Coms, qui est pas loin de chez nous, qui est quand même à 1 heure, mais voilà. Et donc il va y avoir des endroits où ça va être doté normalement, voire un tout petit peu plus, mais il y aura des endroits où justement on sera en pénurie. Et cette pénurie, aujourd'hui, politiquement, c'est ce que l'ARS, les directions, nous imposent. Alors c'est un problème d'homogénéité au niveau du territoire. Vous parliez tout à l'heure d'une réponse politique. Alors on ne va pas rentrer dans le détail des partis politiques, mais là, qu'est-ce que vous attendriez ? Les législatives, c'est dans quelques jours. Est-ce qu'il faudrait que la première assemblée prenne une loi
adopte une loi concernant la santé. Ce serait la première priorité. Qu'est-ce que vous attendez? Alors déjà qu'on nous donne les budgets suffisants, parce que ça fait des années qu'on nous met une augmentation de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie et de nos budgets, avec une légère augmentation de 2,1% de l'ONDAM. Sauf que ce n'est pas suffisant. Il faut à minima 6%. Mais il n'y a pas que. Nous, on demande des bras, des lits et du pognon et de la formation. Parce que on a du personnel qui veut s'engager pour devenir aide-soignante, pour devenir infirmière, pour devenir médecin. On a du personnel qui font des demandes, mais les budgets sont tellement restreints qu'au lieu de faire partir 10 ou 15 agents pour justement fournir nos établissements dans les mois, voire les années à venir, eh bien, on n'a pas ces moyens-là pour mettre en place. Et donc, du coup, il faut vraiment une réponse politique et un engagement très clair, que ce soit de n'importe quel gouvernement qui sera mis en place après les législatives. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez compris, Nathalie, c'est donc des besoins qui augmentent sans cesse, du personnel soignant qui diminue également et des budgets qui ne suivent pas. C'est ce que nous a expliqué notre invité et ça résume bien la situation. Merci Henri pour cet éclairage et c'est l'heure de rejoindre Alexandre Dequitte dans les rues de Draguignan. Alex, je crois que vous êtes sur le boulevard Clémenceau, hein ? Oui, tout à fait, Nathalie. Je me trouve sur le boulevard Clémenceau, ce boulevard symbole du renouveau dracénois. Alors, je suis devant la pharmacie de ce boulevard parce que, outre le problème des urgences, Draguignan est aussi touché par ce problème de désert médical et notamment confronté au problème des spécialistes, un problème que rencontre Myriam. Alors, Myriam, bonjour. Donc, vous êtes maman d'une jeune autiste qui a 14 ans et donc vous avez besoin de beaucoup de spécialistes, mais pour vous, c'est une vraie galère pour en trouver. Hein. Oui, exactement. En fait, j'ai besoin d'orthophonistes. Il n'y en a pas du tout. Dermato, c'est 6 mois grand maximum d'attente. Tout est compliqué, quoi. Tout est compliqué. Il y a beaucoup d'attentes. Et comment vous faites? Par exemple, vous me disiez, vous avez aussi besoin d'un pédopsychiatre. Oui, pédopsychiatre aussi. À Draguignan, il n'y en a pas. Il faut que je monte à Ops pour pédopsychiatre. J'ai besoin d'un neurologue. J'ai abandonné parce qu'il faut attendre 2 ans. C'est malheureux à dire, mais 2 ans. Voilà, quoi. On n'a pas d'aide, non. Et donc, vous me disiez, le pédopsychiatre, c'est ça? Vous allez à Ops, c'est ça? Oui, à Ops. Ouais. Donc pour vous, ça complique toutes les choses. Ah oui, parce que c'est à mes frais, c'est compliqué, tout est compliqué dans le médical. Ouais. Les attentes, elles sont très 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 longues. Des problèmes pour les spécialistes, mais aussi pour les médecins. Alors nous avons rencontré Amandine. Alors Amandine, vous habitez Comps, et donc vous n'avez plus de médecin. C'est une vraie galère pour vous. Hein. C'est ça, absolument. Il n'y a plus de médecin. Donc moi, ça fait 4 mois que je suis là-bas. J'ai 2 petits en bas âge, donc 3 et 5 ans. Et en fait, quand on va voir un médecin, il faut qu'on aille à Bargem. Donc c'est un petit village qui est juste en dessous. Et pour ça, en fait, il y a des effectifs qui ont été positionnés donc, dans le centre médical à Comps. Donc on a une infirmière en fait qui fait du covoiturage pour emmener tous les patients de Comps chez le médecin qui est en dessous à Bargem. Donc pour avoir le médecin, en fait, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Pas forcément, parce que franchement, on a une aide médicale. C'est une sorte de système D. Oui, voilà, c'est un peu ça en fait. On se débrouille, on est hyper solidaire à Comps. Donc voilà, on se débrouille un peu comme ça, on se dépatouille un peu comme ça, quoi. Donc voilà, vous voyez, Draguignan est touché au-delà du problème des urgences par ce problème aussi de désert médical. Merci Alexandre et merci à vous tous de venir témoigner à nos micros et nos caméras. 3e et dernière partie de cette émission où vous avez la parole. Un thème qui va probablement intéresser ceux qui risquent d'être le premier parti de France, les abstentionnistes. On va parler de l'exemplarité des élus. Fabien, vous qui êtes dans les allées du marché de Draguignan, est-ce que vous croisez encore des citoyens qui pensent que que les politiques peuvent encore changer leur vie ?
Eh bien, ils sont assez minoritaires pour tout vous dire, Nathalie, ici. On va aller voir Gaël, par exemple. Alors Gaël, lui, il est boulanger. Il se lève 6 jours sur 7 à 3 heures du matin. Gaël, bonjour. Vous avez ce sentiment, c'est qu'aujourd'hui, vous me le disiez, ce sont tous des escrocs. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, clairement, oui. Pour moi, oui, c'est tous des escrocs. Pour diverses raisons, quoi. Pour les arrangements qui se font entre eux et les entreprises françaises ou même cotées en haut CAC 40. Et pour toutes les et l'argent qu'ils gagnent en fait. L'argent qu'ils gagnent est indécent par rapport à ce que nous gagnons. C'est le problème des salaires aussi des élus pour vous ? Clairement, oui. Vraiment, c'est un gros problème ça. Il y a certains qui peuvent toucher jusqu'à 15 000 € par mois. Je serais intéressé de voir si n'importe lequel d'entre eux viendrait travailler avec n'importe lequel d'entre nous. C'est-à-dire vous lui dites, venez vous lever avec moi. Venez pendant une semaine, à 3 h du matin, jusqu'à 18 h 30. Et après faire rester aussi debout, parce qu'il j'ai une vie aussi à côté, donc sortir les chiens, préparer à manger, faire tout ça et aller se coucher à 23 h pour se réveiller à 3 h. Donc pour vous, ils sont hors sol ? Ah ouais, clairement, ils ne font plus partie, c'est leur monde et nous on a la réalité et eux c'est leur monde. Question, vous irez voter dimanche ? Non, parce que le vote blanc il n'est pas pris en compte et que ça fait des années que ça serait le premier parti de France. Mais bon, jusque-là rien ne change, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Tous les mêmes pour vous ? Ouais, tous les mêmes, de toute manière ils sortent tous de la même école. Et ils mangent tous ensemble une fois que les débats sont finis à la télé, quoi. Gaël, vous avez un discours en colère aujourd'hui face à ces politiques. Est-ce que vous vous êtes quand même intéressé de savoir qui se présentait ? Est-ce que vous savez qui se présente dans votre circonscription ? Non, pas du tout. Je m'en suis même pas intéressé, vraiment pas. Parce qu'il y a une fracture. Ah oui, clairement, oui. Après, tant qu'il n'y aura pas des gens qui seront là pour nous représenter, nous, les Français, et pas les Parisiens, désolé, pas les Parisiens, parce que pour eux c'est pareil, Paris c'est la France et le reste c'est la province. Non, tout ça aussi c'est la France, nous aussi on est la France. Vous l'entendez franchement Nathalie ici, ce sentiment de fracture il est vraiment exacerbé et notamment ces dernières semaines avec toutes les crises qui ont été traversées. Merci Fabien. On va quand même préciser que les candidats à ces élections législatives, dans cette circonscription en particulier, mais dans beaucoup d'autres, sont pour la plupart non parachutés et qu'ils vivent aussi dans cette région. Ils viennent pas tous de Paris. Je vous présente ma 4e et dernière invitée, Agnès Haddad. Bonjour. Ici, on vous surnomme Jézabel, je crois. C'est ça. C'est ça. Vous êtes vous aussi une citoyenne en colère. Quand on vous parle de l'exemplarité des élus, dites-nous pourquoi. Parce qu'ils sont responsables, beaucoup d'élus, trop d'élus sont responsables de l'abstention et c'est une catastrophe aujourd'hui. C'est le plus gros parti de France, c'est le parti abstentionniste, j'ai envie de dire. Vous irez voter ? Moi je vais aller voter, oui. Qu'est-ce qui fait que vous continuez d'y aller ? Je suis une citoyenne engagée. Autrement que dans les élections, c'est-à-dire que j'essaye d'exercer ma citoyenneté à travers un certain nombre de luttes. Vous avez parlé du collectif Urgence aux urgences, j'en fais partie aussi par exemple. Donc j'essaie d'exercer tout le temps ma citoyenneté. Et oui, je vais aller voter parce que je ne suis pas dans le tous pourris, tous des escrocs. Alors voilà, on entendait à l'instant, ce sont tous des escrocs. Non. Vous dites qu'il ne faut pas tomber dans cet extrême-là. Parce que j'ai l'impression que c'est un biais pour éviter justement une réflexion, une analyse de ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Et donc moi je veux pas tomber là-dedans. Et puis c'est faux, c'est pas tous des escrocs. Malheureusement il y en a trop. Et il y a presque un folklore qui se fait autour de ça. Quand on voit Patrick Balkany sortir de prison parce que soi-disant il avait des problèmes de santé et danser la Zumba dans les rues de Levallois-Perret, ça fait le tour des réseaux. Et c'est vrai que c'est des choses des comportements qui font que beaucoup de gens perdent leurs illusions. C'est-à-dire que les temps ont changé aussi. En effet, vous parliez des réseaux sociaux. Il y a peut-être une relation beaucoup moins verticale entre le citoyen et l'élu, beaucoup plus horizontale. On peut s'adresser à lui directement sur son compte Facebook ou Twitter, par exemple. On peut lui demander des comptes et vous dites il faut qu'ils puissent se justifier, y compris durant leur mandat ? Ah oui, moi je pense qu'on manque d'outils, on n'est pas armé contre... parce que dans le manque de probité des élus, il y a deux aspects. Il y a l'aspect escroquerie, trop souvent, et jusqu'au plus haut niveau de l'État, on l'a vu avec Sarkozy. Donc c'est... voilà. Et il y a aussi l'aspect mensonge, c'est-à-dire je fais des promesses et je ne les tiens pas.
Et ça aussi, c'est une forme d'escroquerie. C'est une trahison. Moi, j'estime que c'est une trahison. Et je pense qu'on n'est pas armé contre ça. On devrait l'être du point de vue de la justice. Il devrait y avoir une haute autorité. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont créées les 10 dernières années, mais c'est un peu morcelé, c'est un peu éparpillé. Peut-être qu'il faudrait, je pense, une haute autorité qui s'occupe que de ça. Il y a quand même plus de transparence. On peut avoir accès à leur patrimoine, par exemple. Oui, voilà, mais ça n'a rien changé. Ça n'est pas efficace. Donc, il faut construire quelque chose d'efficace. Et puis, sur les promesses non tenues. Sur les promesses non tenues, nous, en tant que citoyens, quels moyens on a en dehors des élections, parce que les élections, il peut y avoir des élections sanctions, mais il faut attendre la fin du mandat. Autrefois, je dis autrefois à dessein, parce qu'on avait d'autres moyens de s'exprimer, notamment les manifestations ou les grèves. Aujourd'hui, moi, je suis pas loin de penser qu'on nous a supprimé le droit de grève, puisque même quand elles sont très suivies, elles sont suivies par les gens, mais elles ne sont pas suivies des faits. Donc c'est un peu comme si on nous supprimait le droit de grève. Les manifestations, c'est la même chose. Quand on a entendu Raffarin dire c'est pas la rue qui fait la loi, si, c'est les citoyens. C'est un droit, le droit de manifester. Donc c'est quoi la solution pour vous ? La solution, c'est une démocratie qui soit vraiment une démocratie. Donc, parce que là, on est un peu dans la démophobie, plus que dans la démocratie. On a l'impression que on se méfie du peuple. Et d'ailleurs, il suffit de voir les catégories socio-professionnelles sur les bancs de l'Assemblée. Le peuple, il n'est pas vraiment présent, quoi. Le petit peuple n'est pas présent à l'Assemblée. Mais c'est une démocratie représentative. On donne mandat à un député pendant 5 ans. Justement. Et après, on n'a plus de pouvoir de contrôle. Alors que il y a des choses qui avaient été prévues dès la Révolution. Les Girondins en parlaient. Un veto populaire qui pourrait être opposé sous la forme d'un référendum. Voilà. Et au niveau de la loi, c'est-à-dire que le peuple pourrait s'opposer à une loi par le biais des lois les plus importantes. Faire des référendums sur les lois les plus importantes. Là, vous supposez que justement les citoyens sont encore suffisamment engagés dans la vie publique. Or, on a entendu là à un instant un grand désintérêt. La démocratie participative, c'est exigeant, ça demande du temps. Tout à fait. Dans les comités de quartier, il n'y a pas forcément beaucoup de gens. Mais il y a un engagement, ça demande un engagement citoyen, ça demande de vivre pleinement sa citoyenneté. Mais si les gens, pourquoi se désengagent-ils les gens ? Parce qu'on les trompe, ils se sentent trompés, ils se sentent floués et ils n'ont pas les moyens d'agir vraiment, quoi. Très souvent, moi je participe aux manifestations ou aux grèves et quand j'essaye de mobiliser les gens, on me dit non, ça sert à rien, évidemment. Donc moi je pense qu'en redonnant du pouvoir au peuple, alors il va s'en emparer et agir, oui, je pense. Merci en tout cas d'être venu témoigner. Avant de vous donner la parole, Henri, je voudrais qu'on se replonge dans nos archives. C'est l'une des dernières affaires en date dans notre région. En octobre dernier, le maire de Sanary, Ferdinand Bernard, était condamné en appel à 3 ans de prison, dont 1 an ferme et 5 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Extrait de ce reportage d'archives. L'avocat de Ferdinand Bernard n'a pas souhaité commenter l'arrêt de la cour d'appel. Ferdinand Bernard, que l'on voit ici lors du procès en première instance, s'est d'ores et déjà pourvu en cassation. Toutefois, si cette procédure suspend l'exécution de la peine de prison, elle ne suspend pas son inéligibilité. Sur le grand marché de Sanary, les habitants étaient partagés. Depuis 1989, les électeurs ont confié les clés de la ville à Ferdinand Bernard. Sa dernière réélection s'est faite au premier tour avec plus de 68% des voix. C'est dommage parce que moi je l'ai trouvé bien pour Sanary. Jusqu'à maintenant, j'avais l'impression qu'il faisait son travail de maire correctement parce que la ville de Sanary s'est bien embellie depuis qu'il s'en occupe. D'un côté, il a fait des bonnes choses, mais d'un autre côté, il a déconné. Si moi j'avais fait pareil, on me virerait aussi. C'est inimaginable ce qu'il a fait. Voilà. Alors donc, je suis d'accord avec la justice. Et il faut payer quand on fait des bêtises, on paye. Condamné pour avoir permis une promotion éclair de sa maîtresse, condamné pour avoir profité de son rôle de maire pour l'achat d'un terrain, condamné pour l'utilisation d'un véhicule de fonction. Ferdinand Bernard sera déchu de tous ses mandats de maire et de président de l'agglomération Sud-Sainte-Baume. Oui, sur la question de l'exemplarité et de la probité des élus, Henri, votre invité aussi a des solutions à proposer.
Oui Nathalie, puisque je suis avec Jean Galli qui est le référent Anticor. Anticor, c'est l'association de lutte anticorruption dans le Var. Bonjour. Bonjour. Alors une question d'abord très simple, vous avez proposé une charte aux candidats à la présidentielle et aux législatives d'ailleurs. Quelles sont les propositions que vous avez faites? Alors là, pour les élections, à l'occasion des élections législatives, nous proposons autre qu'une charte, nous proposons des solutions en vue. Non, reprenez-le. Allez-y, vous proposez des solutions, c'est pour quel genre de solutions? Alors, ça se résume par des propositions sur des engagements, 7 engagements de la part de tous les candidats aux législatives de 2022. Et en souhaitant donc qu'ils respectent ces engagements. Alors le but, c'est pas forcément qu'ils reviennent vers vous, c'est une sorte de signal d'alarme, c'est d'alerter. C'est un signal d'alarme, mais aussi une demande auprès de ces candidats de prendre en compte aussi ce que nous, on leur demande de faire, c'est-à-dire dans le cadre de ces 7 propositions. Alors il y a un point qui est important, on va essayer d'expliquer les choses. Il y a des élus qui parfois sont hors la loi, entre guillemets, mais c'est pas forcément par corruption. Des fois, c'est parce qu'ils l'ignorent, parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés dans les histoires de conflits d'intérêts, par exemple. Alors effectivement, là-dessus, on est sur un sujet assez sensible, à savoir qu'il y a une grande lacune sur justement ce qui concerne les élus, qu'ils soient au niveau municipaux, départementaux, voire même nationaux. C'est une ignorance notamment des règles qu'ils doivent respecter. Alors en revanche, il y a des transgressions volontaires. On arrive à la fin de l'émission. Expliquez-nous un petit peu pourquoi le Sud est particulièrement touché par ces transgressions. Sud-Est. Alors le Sud-Est est particulièrement touché d'abord parce qu'il y a une vieille tradition. Et en plus, c'est une région qui est particulièrement prisée aussi pour des intérêts privés. Et à partir de là, effectivement, on arrive à retrouver de façon assez récurrente, non pas des erreurs, des fautes, mais plutôt même des situations systémiques en ce qui concerne les règles de droit et les lois. Merci beaucoup Jean Galli de nous avoir apporté ces précisions. Voilà Nathalie pour le référent Anticor dans le Var. Merci Henri, c'est bientôt la fin de cette émission. On part tout de même une dernière fois rejoindre Alexandre Dequitte dans les rues de Draguignan. Et oui, et pour parler de ce thème de l'exemplarité des élus, je me trouve devant le palais de justice de Draguignan où j'ai rencontré 2 habitants de cette 8e circonscription, Marc et Eliane. Vous habitez Saint-Jean-de-Montagnier, donc vous allez Saint-Julien-de-Montagnier, pardon. Vous allez voter aux élections législatives dimanche. Et pour vous, vraiment l'exemplarité de vos élus, c'est vraiment très très important. Bien sûr, c'est très important. Ça ne viendrait pas à l'idée de voter pour quelqu'un qui se présenterait et qui serait condamné à quoi que ce soit. Et vous pensez la même chose? Absolument, absolument. On y regarde aussi parce qu'on suit les élections avec intérêt et puis avec plaisir parce qu'on aime bien la politique. Mais c'est vrai qu'on y regarde à ça, à l'exemplarité des candidats, des élus aussi. Surtout des élus, puisque quand ils sont élus, on n'aurait pas voté pour eux s'ils avaient été condamnés ou de quoi que ce soit. Voilà pour ce témoignage donc, de ces 2 habitants du Haut-Var, ici devant le palais de justice de Draguignan. Merci beaucoup Alexandre et merci à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui sont venus témoigner aujourd'hui sur l'antenne de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans un instant, vos éditions locales et régionales. Et puis on se donne rendez-vous bien sûr dimanche dès 19h pour une grande soirée électorale en Provence-Alpes et en Côte d'Azur. Une soirée qui démarre à 19h et jusqu'au bout de la nuit pour vous donner les résultats au plus près de chez vous dans chacune de vos circonscriptions. Très belle fin de journée sur France 3 et à bientôt.